Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Nous tenterons donc de mieux comprendre ce drame. Reportages, témoignages de victimes, interviews de médecins et leaders africains. Mon collègue de la VOA, Khalil Gay, fera le tour de la question. L'an dernier, l'ONU a proclamé le 23 mai la journée internationale pour l'élimination de la fistule. Cap d'emblée sur Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour un premier compte-rendu. Des femmes vivant avec la fistule obstétricale, survivantes des conséquences d'un accouchement prolongé qui leur a causé un trou dans le canal de naissance et presque toujours un bébé mort-né. Résultat, une incontinence permanente des selles et des urines. Les travaux du docteur Moulou Moleta sont pris en charge par Alliance internationale Femmes et Santé de Gondar, en Éthiopie. Ces femmes qui ont souffert doivent être traitées et doivent retrouver leur santé afin de pouvoir vivre dans la dignité. J'ai eu la fistule obstétricale suite à un accouchement. Je suis restée incontinente pendant 18 ans. Mon mari m'a quittée et j'ai loué une maison, mais les propriétaires m'ont chassée à cause de l'odeur. Le docteur Catherine Hamlin dirige l'hôpital des fistules d'Addis Abeba. Ces femmes nous ont brisé le cœur. Elles ont tout perdu, leur féminité, leur argent, leur mari, leur famille. Elles étaient mises au banc de la société. Selon les Nations Unies, dans les pays en développement, plus de 40% des femmes accouchent sans l'assistance d'accoucheuses qualifiées. Il n'y a pas assez d'agents de santé formés à la pratique de la césarienne d'urgence dans les cas d'accouchement où le bébé est trop gros et le canal de naissance trop étroit. D'après la campagne mondiale pour l'éradication de la fistule obstétricale dirigée par UNFPA, au moins 2 millions de femmes dans les pays en développement souffrent de fistule obstétricale et ont besoin de soins. Entre 50 et 100 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Fistula is 100% preventable. La fistule est évitable à 100% avec les soins obstétricaux adéquats quand c'est nécessaire et avec les soins prénatals appropriés, on peut éviter la fistule. Aujourd'hui, des partenariats nécessaires se forment pour rassembler des ressources d'organismes de bienfaisance, d'agences des Nations Unies comme l'Organisation mondiale de la santé et la compagnie Johnson & Johnson. Résultat, le renforcement de la formation en soins obstétricaux d'urgence et en chirurgie curative pour des femmes qui n'en avaient pas les moyens. Ce soutien est vital. C'est très important pour nous de travailler avec l'université de Gondar ici et aussi avec la fondation de la fistule et d'autres organisations. Beaucoup a été fait, mais bien sûr, nous devons faire plus à l'avenir. Enfin, l'espoir dans l'avenir pour des personnes qui en ont un besoin vital. Khalil Gay, que nous retrouvons sur ce plateau. Bienvenue, chers amis et collègues. Merci, Jacques. Vous revenez donc de l'Éthiopie. Mais Khalil, quels sont les autres pays africains que vous avez sillonnés pour rendre compte de ce problème? En réalité, après mon pays, le Sénégal, j'ai filmé et réalisé des reportages sur les fistules en Guinée équatoriale, au Tchad, au Bénin, en Éthiopie, en RDC, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Rwanda et au Burundi. Impressionnant, des périples qui ont donc dû vous permettre de mieux cerner le problème en Afrique. Mais faisons le b.a.-ba, Khalil, qu'est-ce que la fistule obstétricale? La fistule obstétricale est la constitution d'une communication anormale, ce qu'on appelle une fistule, entre la vessie et le vagin. Et là, nous parlons de fistule vésico-vaginale, ou encore entre la vessie et le rectum. Et là, nous parlons de fistule vésico-rectale. Pour mieux nous expliquer cela, prenons un cas précis, celui de Khadiso, cette jeune Sénégalaise de 16 ans qui avait contracté la fistule, et les deux types de fistules d'ailleurs à la fois. Et je vous propose d'écouter le docteur qui l'a opéré, le docteur professeur Magaye Gueye, qui est un éminent urologue sénégalais et il est aussi président de l'association des urologues africains. Lorsque nous l'avons reçu ce jour, il présentait effectivement une fistule assez grave qui réalisait presque une séparation entre le col de la vessie et l'urètre que nous avons opéré. Après l'intervention, elle a été sèche, la fistule était fermée, elle pouvait garder maintenant ses urines. Et sur le plan social, reprendre une vie normale et particulièrement une vie sexuelle avec son mari qui, fort heureusement, ne l'a jamais abandonné.
Khalil, on l'a compris, dans le cas de Radzi, une césarienne s'impose. Oui, Jacques, la césarienne, absolument, parce que après une chirurgie de la fistule, en effet, c'est-à-dire que lorsque la réparation est faite, les cellules, les tissus qui sont autour de la fistule ne sont plus irrigués normalement par le sang et se transforment en tissus composés de fibres. Il faut donc éviter que la future maman guérie de la fistule entre en travail. Pas de travail du tout. Voilà une information très utile. Parlez-nous d'autres effets de cette maladie. Les effets sont socioculturels, la stigmatisation. Dans certains pays africains, beaucoup pensent que la fistule obstétricale n'est pas une condition médicale et qu'au contraire, c'est une punition divine ou encore une malédiction de la femme pour comportement déloyal ou encore un comportement irrespectueux. L'incontinence de la femme porteuse de fistule fait que les maris ou les autres membres de la famille la considèrent inapte à faire des travaux domestiques et surtout incapable d'élever des enfants. Certains sont poussés à vivre isolés pour mourir de faim et d'infection de ce canal qui est le canal de la naissance. Des effets dévastateurs. Mais Khalil, c'est une maladie qui a disparu depuis longtemps en Occident. Parce qu'il est possible de l'éviter et de la soigner, les politiques africaines dans le domaine de la santé prennent-elles en considération ce problème? Absolument. Beaucoup de pays africains que j'ai visités ont développé des politiques de santé pour une meilleure prise en charge des femmes porteuses de fistules. Au Sénégal, l'État a réagi fermement au mariage précoce. Au Tchad, le président Idriss Déby s'est même dressé contre certaines traditions de son pays, comme nous allons le voir dans ce reportage. Dans le taxi qui l'amène de son village au Centre national de traitement de la fistule de N'Djamena, la vibrante capitale du Tchad, Henriette est pensive, préoccupée par son état de santé. Après 2 jours de travail dans son village et sans assistance médicale, son bébé est mort-né et elle souffre de la fistule obstétricale. Sujette à des fuites d'urine et de matière fécale, elle a été abandonnée par son mari et rejetée par sa communauté. Mais lorsqu'Henriette arrive au Centre national de traitement de la fistule, où le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, organise une campagne de réparation des fistules, elle est chaleureusement accueillie et préparée pour l'opération qui va changer sa vie. Aujourd'hui, il y a une équipe de 5 médecins tchadiens, généralistes, gynécologues, urologues, qui sont en train d'être formés par une équipe du professeur Gay, qui est un urologue connu, le président de l'association des urologues africains, qui fait 4 missions dans l'année au Tchad. Et dans chacune de ces missions, l'équipe est associée aux activités de réparation et nous espérons qu'au bout de 2 ans, l'équipe sera totalement indépendante. Déjà, certains membres de l'équipe peuvent faire des réparations de fistules. Ici au Tchad, pays de 11 millions d'habitants dans le nord de l'Afrique centrale, presque la moitié des femmes atteintes de fistules sont divorcées et abandonnées par le mari et par la famille. Quand j'ai eu la fistule, j'ai beaucoup souffert. Partout, les gens se moquaient de moi. Il y en avait même qui m'insultaient. Ce sont mes parents qui m'ont supporté et se sont occupés de moi. Mais aujourd'hui, mon mari m'a complètement abandonné. Il se trouve qu'au Tchad, il y a encore des parents qui marient leurs filles à l'âge de 12, 13, 14 ans. Et ces filles n'étant pas préparées à l'accouchement, eh bien, elles subissent malheureusement les effets de la fistule. Mais les partenaires au développement et le gouvernement travaillent dur pour améliorer les conditions de santé de la mère et de l'enfant tchadien. Et le président tchadien Idriss Déby dit qu'il a placé la santé de son peuple en tête des priorités de développement. Les hommes ne s'occupaient pas beaucoup, abandonnaient d'ailleurs leurs épouses, donc les femmes mouraient cachées. Je me suis dit, ça ne peut plus continuer. Il est intolérable qu'un homme, en fait, qu'un Tchadien, père de famille, dans l'application de ces us coutumes, donner en mariage une fille qui n'a pas atteint 18 ans. Nous ne tolérerons pas ce genre de comportement. La loi qui viendra renforcer cela. L'engagement du président pour changer la situation est renforcé par l'action de la première dame, marraine de la lutte contre la fistule au Tchad.
Elle était sur place pour assister au retour du sourire sur le visage d'Henriette qui vient de subir une opération réussie de la fistule. Je pense que c'est une très bonne chose et puis c'est une lutte qu'on doit la mener ensemble avec toute l'équipe et puis avec le FUNIAP, le ministère et puis toute la population. Voir ces femmes qui ont le sourire aux lèvres et puis les voir encore repartir chez elles, faire une nouvelle vie, je pense que c'est un combat qu'on doit le mener ensemble. Alors, cette fameuse loi annoncée par le président Déby, a-t-elle été votée, Khalil? Aux dernières nouvelles, Jacques, la loi est toujours restée au niveau de volonté et n'a pas encore été votée. Bon, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient dans un instant, le temps d'une petite pause. Merci de rester avec nous. La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Jacques Aristide avec vous. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Gros plan sur la fistule obstétricale en Afrique, maladie parfois cachée. Avec moi sur ce plateau, mon collègue de la VOA, Khalil Gay. D'autres entretiens et témoignages après quelques-uns de vos commentaires Facebook. Tua Mahamad Zene N'Djamena. Au Tchad, les femmes fistuleuses sont marginalisées, sont même rejetées par leur mari. Certaines se trouvent dans une discrimination absolue. Philémon Kakeviré de Butembo en RDC, c'est vraiment compliqué, Jacques. La femme en est exposée. J'en ai vu. C'est difficile que chaque homme ait du respect pour la mère qui court des risques en voulant donner la vie. Brianco Adio d'Abidjan, les femmes n'ont jamais été marginalisées. Ce sont les Occidentaux, y compris les Américains, qui le pensent. Et Bali Traoré de Bamako, je voulais savoir si la cause de cette maladie, car chez moi, au Mali, il y en a trop. Eh bien, Bali, nous espérons avoir pu répondre à cette question dans la première partie de l'émission. Khalil, qu'en est-il des populations locales? S'impliquent-elles à bras-le-corps dans le combat contre cette maladie? Oui, Jacques, à travers l'Afrique, plusieurs associations et ONG locales ont développé des réponses solides vers une meilleure sensibilisation sur la fistule obstétricale et une meilleure prise en charge des femmes porteuses de fistule. Et nous le constaterons d'ailleurs dans cet extrait de mon documentaire Détresse des femmes. Nous avons un dispositif par rapport à la prise en charge des femmes porteuses de fistule. Il y a au niveau village et quartier de ville un travail qui a été fait pour identifier des personnes ressources capables de faciliter le dépistage, de détecter les cas de femmes porteuses, puisque souvent elles se cachent. Cette affection est connue un peu comme une maladie honteuse. Alors, ces relais doivent, dans leur quartier ou dans leur village où ils ont été identifiés, ils ont à charge d'aller détecter des femmes porteuses. Nous avons au niveau supérieur infra, au niveau communal, des relais au niveau de chaque commune.
village, s'il a l'information, s'il a un cas détecté, il contacte le relais au niveau communal qu'on appelle animateur, qui a à charge de l'orienter vers le centre le plus proche pour le diagnostic. On va vers une formation sanitaire, soit c'est la sage-femme ou le médecin-chef qui fait le diagnostic. Il faut confirmer par un docteur spécialisé. Si la confirmation est faite, alors cette femme est prise en charge. Et nous planifions avec les formations agréées l'hôpital de Bembereke ou bien l'hôpital de Tangueta pour leur prise en charge. On annonce que nous avons tel cas ou tel nombre de cas de femmes porteuses et ils préparent le traitement. Lorsque l'ONG dépiste les porteuses de fistules, elle les accompagne pour leur prise en charge médicale. Cet accompagnement consiste à les préparer, à assurer leur transport, à assurer leur hébergement et à assurer leur restauration dans un centre d'accueil. Vous voyez que nous sommes présentement dans le centre d'accueil de Biakou en pleine mission. Donc, nous avons accueilli à peu près 38 porteuses de fistules qui vont être consultées, examinées et traitées. Les opérations ont déjà démarré. L'ONG a assuré un travail d'assistance aux porteuses de fistules. Et ce travail, cette assistance a consisté à encadrer les femmes pour effectuer les consultations, pour effectuer les examens préopératoires. Et c'est à l'issue de ces consultations et opérations et examens préopératoires que le programme d'opération des femmes est établi. Et donc chaque jour, il y a un nombre de femmes qui sont programmées pour pouvoir passer au bloc opératoire. Notre travail en tant que structure consiste à préparer psychologiquement ces femmes, à leur expliquer comment est-ce que la prise en charge médicale va se faire, essayer de les rassurer et pour que l'opération se déroule normalement. Détresse de femmes, un reportage tourné au Bénin à Lille. Absolument. Bénin qui a un hôpital magnifique au nord, à Tangueta, où les pays riverains envoient des femmes porteuses de fistules pour se faire traiter. Alors à Lille, alors que nous parlons de fistules, la revue médicale britannique The Lancet a publié cette semaine une étude qui donne beaucoup à réfléchir. D'après elle, les décès de près de 3 millions de mères et de bébés pourraient être évités chaque année dans le monde d'ici à 2025 grâce à un investissement annuel d'$1 par personne et par an dans de meilleurs soins maternels. Khalil, un drame lié évidemment à ce que nous abordons dans Washington Forum. Oui, Jacques, et malheureusement, mais ces drames peuvent être évités par la formation d'accoucheuses qualifiées. Et il y a un programme unique d'ailleurs qui s'emploie à améliorer la santé des femmes et des enfants dans plus de 50 pays par des naissances sûres, c'est comme ça qu'on les appelle, comme vous allez le voir d'ailleurs dans ce reportage. Une salle de travail et d'accouchement à Gondar, en Éthiopie. Ici, les agents de santé sont mieux préparés pour faire face aux naissances difficiles, et ce, en partie, grâce à un effort international de formation massive. Le programme s'appelle « Améliorer la santé et la survie maternelle et néonatale ». Une prise en charge médicale professionnelle pendant la grossesse, l'accouchement et aussi pendant la période postnatale. C'est ça l'objectif. Selon les statistiques des Nations Unies, chaque année, près de 300 000 femmes meurent de causes liées à la grossesse et à la naissance de leur enfant. Et 1 million de nouveau-nés meurent juste après leur naissance. Presque tous ces décès surviennent dans les pays en développement et peuvent pourtant être évités. Ce qui arrive à la mère en travail qui ne peut pas accéder au centre de santé est vraiment un très gros problème. Cela peut aller de la simple morbidité à la mortalité maternelle, c'est-à-dire de la perte de son enfant à la perte de sa propre vie. En formant des accoucheuses qualifiées, le programme des Nations Unies UN Health 4+ vise à améliorer la santé des femmes et des enfants dans 53 pays. À travers l'Éthiopie et la République de Tanzanie, cette initiative conjointe de 6 agences des Nations Unies et la société Johnson & Johnson vise à réduire la mortalité maternelle et infantile.
La formation est importante parce que nous avons besoin de construire les compétences pour ensuite, si vous ne les placez pas au bon endroit, il ne sert à rien de les former. En Éthiopie, des dizaines de médecins et agents de santé sont formés dans 10 sites à travers le pays. Les élèves et les professeurs voient la différence. Avant, dans ce centre de santé, on ne pouvait à peine servir à quelque chose. Les femmes pouvaient mourir sur le chemin de l'hôpital. Ça me rendait vraiment triste. Je me sentais comme inutile, mais maintenant, je peux sentir que je suis vraiment utile. Quand je vois mes étudiants amener au monde un bébé en bonne santé et aider les mères, je me sens rassurée de voir qu'il y a quelqu'un pour prendre soin de ces mamans. Voilà un pas de plus vers l'assurance que les mères et les enfants d'Afrique survivent à l'accouchement. Nous l'avons donc compris, la fistule obstétricale se soigne. Des mesures peuvent être prises pour l'éradiquer. Celles qui en sont guéries arrivent-elles, au bout du compte, à se réintégrer dans leur communauté? Ralil? Absolument. Il y a plusieurs programmes de réinsertion sociale de femmes anciennes porteuses de fistules par le petit commerce, la couture ou encore d'autres activités qui peuvent leur apporter quelque chose et les rendre autosuffisantes. Le projet reportage que j'ai réalisé à Mons, en Côte d'Ivoire, en est la preuve parce que le médecin qui a traité les femmes mène réellement la danse vers la réinsertion sociale. Ah oui. Cette danse marque la fin du calvaire pour ces 35 femmes qui viennent de guérir de la fistule obstétricale. Après avoir dansé et chanté, elles passent par la porte qui va les mener véritablement à leur vie de femmes normales. Pour montrer qu'elles sont fières et surtout prêtes à retourner vivre dans leur communauté, elles participent aussi avec joie au dernier volet de ce programme de traitement de la fistule, un défilé de mode. La cérémonie est un rituel établi par le docteur Kwame Bilé, ici à l'hôpital de Mons, en Côte d'Ivoire. Le docteur Bilé est l'un des piliers les plus solides dans la lutte contre la fistule obstétricale dans le pays. Il a traité des centaines de femmes. Voyez-vous, quand elles ont la fistule, elles ne peuvent pas se tenir dans le public. Lorsque vous avez des danses au village, elles ne peuvent pas y participer. Dès qu'elles sortent, les urines coulent, l'odeur, tout le monde s'écarte. Donc elles sont refoulées de tout ce qui fait la cohésion sociale. Mais aujourd'hui que je suis guéri, je danse. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui m'afficher dans le public. Voilà la signification de cette danse. Nadège Gueye a quitté son village de Zouane-Huignon pour venir à Mons se faire traiter de la fistule obstétricale. Dans plusieurs communautés africaines, la maladie de la fistule est considérée comme humiliante. Et les femmes qui en sont atteintes sont souvent abandonnées à elles-mêmes. Et la plupart du temps, exclues de la communauté. J'étais au village, tout le monde me refusait. Je n'ai pas de mari, même mes parents ne s'occupent pas de moi. Donc j'ai souffert pendant 7 ans aujourd'hui. Il y avait fistule. Mais cette année, c'est mon oncle qui est venu me prendre au village, me voyez à moi ici. Je suis arrivée à moi. Je vois mes camarades guéris partis. Donc moi, je crois que je vais guérir aussi. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est le leader mondial dans la lutte contre la fistule obstétricale. Il y a 6 ans, le Fonds lançait la campagne mondiale d'élimination de la fistule et depuis, des résultats significatifs ont été enregistrés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les défis souvent qui se posent à la problématique de l'accès aux services, c'est le transport. Vous savez très bien que les plus pauvres se trouvent le plus souvent dans les zones rurales, dans les communautés. Donc l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut rapprocher les services des bénéficiaires, dans quelle mesure on peut avoir une politique solide de décentralisation des services qui permettra justement aux femmes démunies qui n'ont pas les moyens de payer le coût des services, qui n'ont pas les moyens de se rendre à une structure sanitaire, d'avoir accès aux services de traitement des fistules, mais surtout aussi d'avoir accès aux services de prévention. Promotion de la planification familiale, promotion de l'accouchement assisté par un personnel qualifié, mais aussi l'accès à la césarienne en cas de complications. Ici, à l'hôpital de Tanguieta, au Bénin, des chirurgiens européens traitent, en plus des patientes béninoises, des femmes en provenance du Burkina Faso, du Nigeria et du Togo. Au Tchad, le gouvernement accompagne les stratégies de l'UNFPA dans le traitement des femmes atteintes de fistules dans les zones urbaines et rurales, mais aussi chez les réfugiés sur les frontières du pays. Nadège Gueye est heureuse et impatiente de retrouver sa communauté. Ses docteurs disent qu'elle est totalement guérie.
Ta main est mouillée? Non. Ta main est mouillée? Non. Donc elle est guérie vraiment? Oui, elle est guérie. On va applaudir pour elle. Bon. Mais elle dit que le joyeux docteur dansant, Kwame Bilé, va beaucoup lui manquer. Belle ambiance, une note positive pour ce coup de projecteur sur la fistule. Aviez-vous pris part à la danse Seka Seka? J'étais derrière la caméra, mais quand même, j'ai bougé. Et puis, c'est une danse qu'on retrouve un peu partout, n'est-ce pas, depuis l'île Maurice. Oui, ça s'appelle Sega. Voilà, Sega en île Maurice, Seka Seka ici. Originaire. Alors, Khalil, il y a un Facebooker qui a parlé de femmes fistuleuses tout à l'heure. Il s'agit d'un terme qu'il faut désormais éviter, n'est-ce pas, Khalil? Absolument, absolument, parce que en réalité, le mot fistuleuse avait été utilisé pendant un certain temps, mais après, dans les campagnes, les gens se sont rendus compte que c'était un mot qui se rapprochait un peu plus tôt du mot lépreuse. Et donc, les campagnes de sensibilisation ont décidé d'utiliser l'expression femme porteuse de fistules. Je le disais, c'est une maladie dont le monde n'entend pas assez parler, la maladie de l'arrière-cour. La campagne de l'UNFPA et cette nouvelle journée internationale décrétée rien que l'année dernière vont-elles changer cet état de choses? Quels résultats ont-elles eu jusqu'ici? Effectivement, parce que les Nations Unies sont presque représentées dans presque tous les pays africains, les pays où il y a une forte densité de population de femmes porteuses de fistules. Et les gouvernements aussi, très souvent, ont leur politique de santé liée aussi quelque peu, à la politique générale développée par les Nations Unies. Donc, le support du gouvernement local, en fonction de cette journée internationale, est très important. Ensuite, l'engagement des populations, nous l'avons vu ici, les ONG. Tous ces ONG qui se chargent de regrouper ces femmes et de les amener vers l'hôpital pour l'opération sont des ONG qui célèbrent cette journée et qui profitent de cette journée pour faire de grandes actions. Et plus, je voudrais ajouter que les femmes porteuses de fistules aussi sont conscientes du fait que le monde entier est en train de penser à elles pour cette journée. Et ça agit vers la sortie de ces femmes vers le public, vers l'hôpital, vers le traitement, vers la réparation. Et c'était notre bonne action à nous, Khalil. Notre participation. Voilà, merci à vous, Khalil Gueye, d'avoir disséqué ce problème pour nous à travers tous vos reportages en Afrique. Petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue nos confrères de la RTI en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.